Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au trio économique. Frank va se joindre à nous un petit peu plus tard. Non, il n'est pas dans un café internet en train de regarder des drôles de trucs avec Nancy Pelosi. Ils vont dire, hein, de quoi il parle? Hein? Twitter, le boomer québécois. Il fait des drôles de choses. Si tu le lâches pas, hein? Ouais, il y a quelque chose, le vieux bonhomme. Il est pas fin. Mais c'était... Moi, j'ai un secret. Le boomer québécois, c'est moi. Non, On va juste ajouter, non, on va juste ajouter impossible. au mystère. Non, je sais. Non, impossible. Il y a beaucoup trop de talent créatif. J'étais là, je l'ai senti. J'ai Man, senti l'insulte s'en venir. J'étais tu sais, comme, il fait this du is gonna hurt. Photoshop, puis il fait des affaires dans Chris n'est même pas capable de René Paint, là. Oublie ça, là. Non. Non, en fait, je sais, mais si tu servais de Photoshop, j'ai juste pas envie. Ça sert à rien. Non, le vieux bougonneux à Jean-Pierre, ça, c'était crédible, mais pas le boomer. Donc, désolé, pas crédible. Quand même très techno, le vieux boomer québécois. Ok, tu le pars-tu le tape, là? Ouais, il est parti. Il est parti déjà. Non, mais l'intro. Ah, je n'ai pas. On n'a plus d'intro. Non, c'est Frank qui la met manuellement. Vincent. Ok. Non, il y a beaucoup de jobs dans cette Frank, c'est maintenant que t'as mis, ok? Là, on va... c'est genre live que t'as mis. Genre là. Yes. OK, hey, on parle choses sérieuses. Malheureusement sérieuse. Éric Girard, les règles du jeu, tu nous en parles tout le temps, vient jouer dans la loi sur l'équilibre budgétaire. On se doute un peu que c'est pas à l'avantage de ce qu'on aimerait de notre côté parce qu'il l'a annoncé le vendredi après-midi. Tu sais, si ça avait été quelque chose vraiment bon pour les Québécois, ça aurait été annoncé dans le milieu de la semaine, genre mercredi ou quelque chose de même. Mais le vendredi après-midi, c'est la journée vaseline. C'est la journée où est-ce qu'on s'en fait passer des petites vites parce qu'on est aux fraises, parce qu'on s'en va en fin de semaine, ainsi de suite. C'est un classique dans le monde politique. Fait qu'on se doute qu'il essaie de nous en passer une petite vite. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il fait ça? On va essayer de répondre aux questions un peu plus en profondeur de ce côté-là sur pourquoi Éric Girard veut modifier la loi sur l'équilibre budgétaire, Vincent. Ben, largement parce que Pierre Fitzgibbon est parti sur un trip de dépenses assez... Spending spree. Un spending spree, il ne faut pas se mentir. Mais aussi, je pense qu'ils s'attendent à ce qu'une récession soit plus ou moins plausible. Oui, merci. C'est important de mettre... Important. c'est important. C'est important. Le meilleur ministre de l'Industrie depuis Gérald Tremblay. C'est ça. Écoute, lui et la filière batterie, là, c'est classe. Mais, c'est 30 milliards de dollars, Vincent. 30 milliards d'investissement, peut-être même 50. Écoute, we will print more money than God. And whatever. Mais l'idée, c'est clair qu'ils s'attendent aussi à ce qu'il y ait une récession qui soit plus ou moins imminente, ou du moins que il y ait un ralentissement qui fait en sorte que les revenus ne seront pas projetés comme ceux qui nous avaient vendus au dernier budget, qui était probablement une des instances d'optimisme délibérément choisi et non pas un optimisme prudemment adopté. Là. Parce qu'on a respecté la loi sur l'équilibre budgétaire dans le dernier budget, dans le sens que... Grâce aux projections. Oh, exactement. Parce que si tu fais un déficit, la loi, ce qu'elle nous dit, c'est pas une loi qui est très restrictive. Là. Non. La loi, ce qu'elle nous dit, c'est que si tu fais un déficit, tu dois, dans tes projections budgétaires, dans les 5 prochaines années, revenir à l'équilibre. Tu n'es pas obligé de revenir à l'équilibre. Il faut que ce soit dans tes projections que tu reviennes à l'équilibre. C'est quand même assez spécial quand on y pense parce que la loi peut techniquement te permettre de faire des déficits à l'infini. C'est juste quand tu présentes ton budget, il faut que tu prévois revenir à l'équilibre budgétaire. Rappelons un peu qu'est-ce qui se passe au dernier budget. Il y a des grosses baisses d'impôts à l'intérieur. Donc, on coupe certains revenus de l'État, veux pas. Il y a des montants d'argent qui sont octroyés aux aînés. Le fameux 2000 $, il fallait gagner une élection quand même. Mm-hmm. Donc, il y avait des grosses dépenses fiscales dans ce budget-là qui étaient quand même bien accueillies là, par la population, nous soyons honnêtes. Mais ce qui faisait en sorte qu'on sortait quand même des déficits après 5 ans.
c'était que l'année 2023, on ne prévoyait pas notamment de récession. On prévoyait des baisses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Déjà là, c'est un peu louche, OK? Parce que des baisses de taux d'intérêt sans récession, ça arrive des fois, là, mais c'était du wishful thinking solide. Ça veut dire que l'inflation revenait sous le contrôle très rapidement. Et surtout, le gros éléphant dans la pièce, qu'on oublie tout le temps, les employés de l'État acceptaient l'offre patronale telle qu'elle, le fameux 9 sur 5 ans, était adopté par les syndicats tel quel. Si ça, c'est pas du wishful thinking, je ne sais pas c'est quoi, sérieusement. C'était assez spectaculaire comme budget. Et tout ça se fait dans un contexte où est-ce qu'on annonce absolument aucun projet de type Northvolt. Là. On n'est pas en train de dépenser comme des fous. Fait que vous comprenez un peu l'impasse présentement qu'Éric Girard est aujourd'hui. C'est pas lui qui contrôle le gouvernement. Lui, il doit simplement faire fitter les chiffres dans le fichier Excel. Puis les chiffres ne font pas, là. Parce que on est peut-être à l'aube d'une récession. En tout cas, l'économie est shaky un peu, on le sent. Les taux d'intérêt n'ont pas baissé. Puis les employés de l'État n'ont toujours pas accepté l'offre. Donc, on va probablement signer à plus cher. Puis là, Fitzgibbon a annoncé Northvolt, puis toutes sortes d'autres dépenses avec Ford notamment, puis ainsi de suite, dans la filière batterie. Comment qu'on fait pour rentrer ça dans le budget, Vincent? Il n'y a pas vraiment de manière. À moins que tu fasses des réformes du côté de l'offre qui fait que la croissance économique peut reprendre. Mais c'est très difficile de faire. En fait, pas que très difficile, c'est très facile de les faire, mais c'est très difficile politiquement parce qu'il y a une canisse à courage apparemment. Puis la canisse à courage vient de passer dans le 3e lien à nouveau. Fait que c'est ça. Mais la partie qui est un peu importante à mentionner, c'est les preuves empiriques sur est-ce que les lois sur les balanced budgets. Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir ça, autrement dit. Ouais, les Américains en ont eu plusieurs au niveau des États. Il y a eu plusieurs trucs comme ça. Donc, les constitutions fiscales, appelons ça comme ça. Les preuves empiriques que ça fonctionne ne sont pas super. Okay? Ça n'a pas l'air d'avoir un gros effet. Puis généralement, quand tu trouves que ça a un effet, c'est parce qu'il y a comme un sort de problème un problème d'endogénéité. C'est que les endroits qui vont adopter de telles règles, c'est des endroits qui étaient déjà très prompts avec un électorat qui est très hostile à des déficits. Donc, tu as des électeurs. Pour adopter cette loi-là, pour commencer, c'est que tu as un électorat qui déjà punit le déficit en soi. Donc, la loi n'ajoute pas grand-chose. Par exemple, la loi qui oblige le Congrès à approuver le rehaussement du plafond de la dette aux États-Unis, c'est-tu considéré comme une loi semblable ou on ne va pas là? Je ne sais pas si je le mettrais dans la même catégorie qu'un Balanced Budget Amendment, mais c'est pas non plus pas ça. C'est un peu des budget amendments comme celui du Québec, c'est plus étrangement la partie la plus stricte de la littérature qui dit voici une règle de comment tu dois retourner à l'équilibre budgétaire, que si tu as un choc, juste parce que c'est un choc d'une période, tu dois revenir après un certain nombre d'années. Ça, c'est la catégorie la plus extrême. Ça, aux États-Unis, c'est juste, il faut que tu aies l'autorisation d'augmenter la dette passé ce niveau-là. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu pourrais décider de faire des petits déficits dans ce cas-là constamment tant que tu es en dessous de la limite de la dette. Fait que c'est pas le même type de limite. Ici, c'est qu'il a été supposé dire comment tu retournes à l'équilibre budgétaire. Parce qu'il y a une mentalité très keynésienne, on va se le dire, dans ce type de loi-là, dans le sens que ça a été designé, puis ça, c'est souvent ça. Là, quand on design une loi, on a un certain modèle en tête. Donc, on pensait que quand une récession arriverait, le déficit serait inévitable. Au contraire, ce serait même bénéfique, un peu à la Stephen Harper en 2008. Donc, on fait un déficit important afin de stimuler l'économie avec les résultats mitigés que ça pourrait avoir. Mais bon, on est dans le mode keynésien, donc on a cette mentalité-là. Mais on se donne aussi un objectif de revenir en dedans de 5 ans parce que le budget équilibré est important. Les surplus sont importants dans des années fastes. Le bug que vous avez en 2023, il est assez évident. On devrait être présentement dans des années fastes. L'économie du Québec, elle a pris une belle expansion.
Il y a eu de l'inflation en plus de ça. Les salaires des fonctionnaires ne se sont pas ajustés dans le passé en conséquence de ça. Euh, on est réellement dans une situation présentement qu'on devrait être en surplus budgétaire, puis des surplus budgétaires importants. Dans un mode de pensée keynésien. Ça, c'est le bout de l'équation qu'on oublie toujours. Ouais. Si on appliquait réellement la théorie de Keynes, quand ça va bien, les déficits, il n'y en a pas. Puis. Attends, Oh, OK, vas-y. je vais mettre un Correction, gros. prof Jolezo. Il y a deux choses que je dois dire. Un, il y a beaucoup de mal représentation de ce que Keynes dit. La version que tu dis est plus proche de la vérité que celle qu'on entend quotidiennement, mais un point qui est fait, puis j'ai envoyé un livre qui est probablement le meilleur livre à lire si tu veux une lecture plate qui peut t'endormir, mais qui est important, qui est plate et importante. C'est le lien que je viens de mettre dans le private chat ici. Mais ça ne sera pas long. Ça s'appelle Democracy and Deficits et c'est fait par James Buchanan, Nobel d'économie 86. Et le point qu'il fait, c'est que pendant longtemps, tu avais une orthodoxie fiscale qui disait que tu peux juste faire des déficits quand tu as une situation inattendue. OK? Ouais. Donc, une récession, mais tu n'essayes pas de stimuler l'économie, tu n'essayes pas d'utiliser la politique fiscale pour faire quoi que ce soit. L'orthodoxie fiscale, c'est que c'est correct d'avoir. Tu ne dois pas comprimer les dépenses pendant une récession. Fait que tu ne veux pas avoir une politique que tu es obligé de faire des changements constamment et donc d'avoir des trucs qui sont pro-cycliques ou t'empires la récession en disant bon, ben écoute, je faisais des transferts avant pour aider les gens. Ben maintenant, je vais les couper maintenant pour revenir au déficit immédiatement. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas ou augmenter l'imposition pendant une récession pour garder le budget en équilibre. Tu ne veux pas faire ça. L'idée, c'est que Tu as tu dis raison OK. que ça a l'air plate comme livre. Même la couverture a l'air poche. Ouais, la couverture est très poche. Mais l'orthodoxie fiscale dit ça. Et ce que tu fais, c'est que dans les années de bonnes années, tu dois avoir des surplus constants pour rebaisser la dette que tu as accumulée pour que tu sois prêt au prochain choc. Ça, c'est Exact. l'orthodoxie fiscale. Keynes, C'est la ce que je version. disais d'une certaine façon. Là. Non, parce que la différence avec Keynes, ce que lui, il dit, c'est que tu devrais le faire pour accélérer et jouer avec le cycle d'affaires. Ici, c'est juste une politique prudentielle. OK? Ou est-ce que tu acceptes qu'occasionnellement, il y a quelque chose que tu t'es pas attendu et que tu fais juste toujours garder la même stabilité de taux d'imposition puis les mêmes programmes de dépenses. Donc, tu ne changes jamais ta politique. OK. Et l'idée, c'est qu'en moyenne, sur toute une longue période, tu vas toujours avoir un surplus moyen de zéro. Ce qui fait du sens. Ce qui fait du sens normalement. Là. Exactement. Comme ça, tu restes à la même dette constamment. Ça, c'est l'orthodoxie fiscale. La version de Keynes, c'est que dans le long terme, tu restes à zéro, mais tu fais des surplus pour faire des déficits pendant une récession, pour restimuler l'économie. Donc là, dans la version de Keynes, il faut que tu joues avec les taux d'imposition constamment et avec les dépenses constamment. Ce n'est pas que tu gardes toutes tes affaires constantes. C'est qu'il faut que tu décides de baisser les impôts pendant une récession, puis d'augmenter les dépenses pendant une récession pour stimuler l'économie. Puis qu'après, quand l'expansion commence, tu ralentis en augmentant l'imposition puis en changeant la chose. Moi, Le mon problème de ces expérience. affaires-là, c'est que tu as des coûts économiques à constamment changer les règles. Et Exact. Keynes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé, il a brisé, en brisant l'orthodoxie fiscale, il a donné une justification intellectuelle à briser l'orthodoxie fiscale. Les politiciens, et c'est ça ce qu'on appelle le political business cycle à toute fin pratique, les politiciens ont toujours les récompenses des dépenses Oui. et des déficits, mais ils n'ont jamais les coûts. C'est le prochain politicien qui est au pouvoir qui se retrouve avec les coûts. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as une asymétrie des politiques, des bénéfices politiques quand tu casses l'orthodoxie fiscale. Et le résultat, puis c'est ça que Buchanan dit, c'est que tu as toujours une tendance à vouloir faire des déficits. Puis à un moment donné, ben, tu as Jean Charest qui s'amuse, dépense comme un malade. Tu as Pauline Marois qui pitche l'argent par les fenêtres, puis éventuellement, tu te retrouves à être Philippe Couillard, où tu n'as pas bien le choix. Tu dois être le bad Le guy, sobre. le sobre, le bad guy, le monsieur austérité, whatever tu veux dire. Tu es obligé de revenir en arrière. Indépendamment de. Puis maintenant, ben, François Legault ne va pas se gêner. J'estime que le prochain gouvernement du Québec, Justin dirigé par. Trudeau, c'est pas gêné. C'est pas gêné. Ben, généralement, c'est ça. C'est que quand tu es obligé de faire de la discipline fiscale, ben, c'est parce que tu es juste celui qui se retrouve avec la canisse. Paul Martin.
Ben, Paul Martin se retrouvait avec ça. Paul Martin et Philippe Couillard, même combat d'une certaine façon. T'as Pas mal. vraiment des gens qui étaient là puis qui se sont ramassés avec un bâton plein de marde. Ce qui risque d'arriver à Pierre Poilievre. Ouais. Pierre Poilievre, autant que les gens peuvent être motivés à le voir être élu puis avoir du fun puis dire lui, il va changer Ça le va pas être le Canada. fun. S'il gagne, ça va être déplaisant pour lui. Là. Ah, définitivement. À mon avis, il risque de passer comme un des premiers ministres les moins intéressants éventuellement de l'histoire. Puis c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est principalement parce que la job qu'il va avoir à faire, les Canadiens ne l'aimeront pas. Ah, mais c'est surtout qu'à un moment donné, tu vas avoir toutes les histoires qui se font dans chaque fois où est-ce que tu coupes les dépenses ici, mais là, tu vas dire que tu es un sans-cœur pour ça. Tu sais, si, mettons, moi, je devenais ministre des Finances, j'aimerais bien l'idée de pouvoir éliminer entièrement le ministère de l'Industrie puis du Développement économique au complet. Mais là, ce que j'aurais, c'est tout le lobby, puis j'haïs ce lobby-là, là, je veux juste être sûr que ça soit très clair, le groupe d'Association des producteurs manufacturiers, là, ils se prétendent être d'aimer les marchés, mais c'est des gens pro-business. Si on leur offrait plus de subventions, Les ils seraient cronies. super fans. Non, Mais non, c'est des cronies. c'est des cronies. Fait que je suis pas bien fan. Des fois, on fait cause commune parce qu'ils aiment ça, baisser les impôts aussi, mais je suis sûr que leur monde idéal, c'est que des subventions et zéro impôts. Mais quand tu dois faire des choses comme ça, ben, tu vas te retrouver avec eux sur le dos, puis ils vont dire que j'aime pas l'innovation ou whatever. Donc, tu ne peux pas gagner dans une situation comme ça. Puis moi, ce qui m'a tout le temps fasciné de ces théories-là de Keynes, puis je trouve que c'est mon côté entrepreneurial qui amène ce côté-là, cette dimension-là, c'est que Keynes évacue très vite de l'équation les bienfaits d'une récession. C'est comme si la récession était vue comme quelque chose de fondamentalement mal et qui doit être évité à tout prix et qui doit durer le moins longtemps possible. Alors qu'en réalité, il y a des choses très bonnes à l'intérieur d'une récession. Quand tu es dans le monde entrepreneurial, ce que tu vois souvent, c'est que tu le vois des fois à un moment donné que la business devient un peu facile à faire. Il y a beaucoup de compétition qui se relève, mais il y a aussi beaucoup de mauvais compétiteurs. Il y a des mauvaises business qui vont chercher des employés. Il y a des bons employés dans des mauvaises business. Il y a des entreprises qui sont relativement mal gérées, mais qui réussissent à être profitables. Des fois, ils sont borderline pas profitables. Des fois, ils sont aidés de subventions aussi. Mais tu envoies des mauvaises business. Par contre, le lendemain d'une récession, quelques mois, quelques années après, ces business-là ne sont plus là. Ouais, mais je te dirais que je partage pas cette opinion-là. Je comprends d'où il vient, mais je le partage pas parce qu'il y a deux choses. Parce qu'il y a une réallocation d'actifs pendant une récession qui est importante. Là. Oui, mais la prémisse que tu fais, c'est tu te poses pas tu n'es pas en train de te poser la question pourquoi la récession a commencé, for starters. L'idée, c'est que tu as dû avoir. Bon, tu as deux types de récession en disant. Là. Des fois, ça peut être juste des trucs exogènes, genre la guerre en Ukraine. Pourrait, je veux dire, un choc de. Tu détruis la moitié de la production de pétrole sur Terre, tu as une récession. C'est OK? sûr. Même si la Banque centrale n'a rien fait. Puis, c'est plate, mais ça, c'est réel. Mais tu peux avoir aussi des récessions parce que pendant un moment, la politique monétaire a été trop lousse et il doit avoir un correctif. Ça, je suis d'accord avec Dans toi, ce mais dans même ce si les cas-ci, c'est qu'il faut que tu te poses la question de l'origine. Oui, mais Si, attends un peu, Vincent. Là. Même dans un monde que tu aurais un étalon or sans banque centrale, tu en aurais des récessions. Là. oui, mais des récessions de choc réels. Fait que quand moi je te dis c'est quoi l'origine de la chose, le point que je fais, c'est que quand c'est monétaire, c'est parce que tu as fait une fausse Ouais. expansion pour commencer. Je Fait suis un que là, peu tu es en désaccord obligé. avec toi là-dessus. Moi, je pense que les banques centrales, ce qu'ils réussissent à faire avec efficacité, c'est de les retarder, les récessions. Mais moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose de très inévitable dans une économie, une récession. Essayer de l'éviter nous amène juste à la retarder, nous amène peut-être à la creuser un peu plus, éventuellement d'avoir une récession pire qu'elle aurait dû être. Quand tu retardes une récession, ben, tu ne fais pas de bien éventuellement. Parce que ce ménage, quand tu es dans le monde compétitif de l'entrepreneuriat, je m'excuse, ce ménage-là devient réellement nécessaire. Puis la fermeture d'entreprise, si tu es vraiment honnête avec toi-même, est quelque chose qui fait du bien au marché généralement parce que tu libères des ressources Ouais, matérielles, tu libères des ressources de capital et humaines également pour les réallouer dans ceux-là qui vont survivre. oui, mais regarde, il y a une faille logique dans ce que tu dis. Je comprends ton point, puis c'est pas que ce que tu dis est faux, mais pourquoi est-ce que ça a commencé? S'il y a une allocation sous-optimale, puis que la récession a pour effet de permettre de rediriger vers quelque chose qui est supérieur, mais ça veut dire qu'au quelque part, tu as quelque chose qui a créé l'allocation sous-optimale.
Ouais, mais c'est Il y a sick quelque chose business. qui doit l'avoir Ouais, créé. mais c'est sick Ça veut dire que business. tu dois avoir eu, pour qu'une récession ait l'effet positif que tu définis, c'est parce qu'il doit avoir une contrepartie Ouais, mais dans elle une est période naturelle. précédente. La Non, non, sous-allocation. il n'y a pas naturel parce que tu Ben regardes oui. historiquement. Tu regardes historiquement, Ah non, les non, non. récessions, tu en as de moins en moins. Ils sont de plus en plus espacés entre elles. Elles sont de moins en moins profondes. Puis les expansions sont plus continues. Je veux dire, c'est pas naturel. L'être humain, je veux dire, quand tu essaies d'expliquer toutes les variations autour de la tendance, OK? Historiquement, 75% de ça, c'est expliqué par des trucs réels, genre des guerres, Bon, ouais. des pandémies, des chocs naturels, des... La plupart des variations sont Mais il y a expliquées de par ça. l'excès aussi, là. On peut dire que l'excès pourrait à 100% venir des banques centrales. J'ai toujours eu de la misère avec ça. Écoute, je suis dans le monde boursier. Je le vois, le changement de comportement des investisseurs. Puis c'est pas stimulé juste par les banques centrales, cette affaire-là. C'est qu'à un moment donné, il y a un excès d'enthousiasme qui se crée. De la même façon qu'il y a des entreprises qui se décollent, qui ne devraient jamais décoller parce que les entrepreneurs dans ces entreprises-là n'ont pas les skills. Mais éventuellement, il y a un excès d'enthousiasme qui se crée, puis les chutes de marché, comme les récessions dans ma tête, viennent de remettre les pendules à l'heure. Puis Oui, la c'est ça, récession c'est remet les nécessaire, là. pendules à l'heure. Je suis d'accord. Mais le point que je fais, c'est que les pendules, pour qu'ils soient plus à l'heure pour un moment, c'est le résultat de quelqu'un qui a encouragé l'excès. Je veux dire, Ouais, mais je ça n'a pense pas que besoin l'excès d'être est juste. aussi naturel, Vincent, chez les Mais êtres humains, là. Mais ça n'a pas besoin d'être juste, en passant, que, que les banques centrales. Les gens pensent que c'est juste la quantité de monnaie. Mais des fois, ça peut être des trucs comme. Tu sais, on en avait parlé il y a une couple de semaines sur la monnaie privée, que si ce que tu fais, c'est par exemple que tu réglementes les banques davantage, ben, l'effet, c'est que chaque dollar que les Oui. banques reçoivent, il est moins multiplié. Quand tu ajoutes tous ces trucs-là, ben, le 25% de toutes les récessions que tu regardes, les variations de cycle autour de le Ben, en plus fait long des données qu'on a, le 25% qu'on a, il n'y a plus rien qui n'est pas expliqué par les chocs réels ou par ce que les banques centrales font. en fait, c'est que La monnaie explique toutes les variations restantes. Fait si que- on vit dans ton monde un peu théorique, OK? Je sais que tu détestes ça quand je te dis ça, là, mais c'est ouais, pas grave. mais je sais que tu ne le dis pas comme Daniel Breton le dit. Non, Là. non, 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 Je non. sais ce que tu veux dire. Je sais que ce n'est pas péjoratif. Non, non, ça ne l'est pas du tout, là. Mais tu sais, c'est dur à recréer un environnement où est-ce que toutes les règles fiscales ne changent pas, parce qu'à cause des politiciens, bien évidemment, là, où est-ce que justement on aurait une banque centrale qui laisserait aller son interventionnisme. C'est très difficile de recréer un tel environnement. Donc peut-être que j'avoue, c'est difficile de mon côté de m'imaginer qu'il n'y aurait pas il n'y a pas juste eux autres qui ont cet impact-là. Mais admettons qu'on le recrée, cet événement. On pose comme hypothèse que tout devient réellement prévisible pour les entrepreneurs. J'avoue que ça, c'est jouissif juste d'y penser, dans le sens qu'on arrête de changer les règles à tout bout de champ. On est dans un contexte que, justement, les taux d'imposition, ce que l'État a réellement besoin pour accomplir ses tâches devient fixe dans le temps et immuable. Donc, une vraie loi fiscale intéressante, c'est que tu n'as plus le droit de toucher au taux d'imposition, des choses comme ça. Euh, donc, tu as un environnement extrêmement stable dans le temps. Ce que tu nous dirais, de ton côté, c'est que les seuls facteurs de récession seraient très exogènes, parce qu'on ne peut pas éviter une guerre ou des choses comme ça. Mhm. Moi, je suis quand même en désaccord avec ça, parce que, Christy, quand tu deals avec l'être humain, ce que tu te rends compte, c'est que en général, c'est pas vrai que les gens sont stables dans le temps. Oui, Puis mais. même, puis je comprends l'idée de l'agrégation, là. Puis je le comprends tout ce bout-là, mais même dans l'agrégat, Vincent, tu sais, c'est un des désaccords qu'on a, par exemple, en finance. C'est la théorie générale des marchés qui dit que tout est toujours bien. IMH. Hein? IMH, IMH. yes. Tout est toujours bien évalué par le marché en fonction des attentes réelles des gens, les espérances, ainsi de suite. Christy, c'est pas vrai, ça. C'est une hypothèse qui facilite beaucoup de choses, puis qui aide à comprendre une tonne de modèles économiques. Mais Christy, quand tu deals avec les gens, je vais te mettre dans ma situation, une situation qui arrive ces temps-ci. Depuis une semaine ou deux environ, j'ai à peu près toujours le même type d'appel des gens. Mhm. Les gens disent à peu près toute la même affaire. Ils ont accès à des taux d'intérêt élevés, 5% garanti et plus, euh, ne voient plus l'intérêt de prendre du risque. Donc, essaient de vouloir ou regardent pour larguer la prise de risque dans leur portefeuille pour aller juste dans du garanti. Et ce type d'appel-là devient constant
sur une courte période de temps. Puis ça, c'est assez fascinant quand tu vois ça. À un moment donné, tu es là, tu te dis, OK, tu pourrais dire que, ben là, c'est parce que les taux d'intérêt ont monté, c'est la faute de la Banque centrale, et ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que les gens ne sont pas stables dans le temps. Puis dans l'agrégat, ils agissent d'une certaine façon. Les cycles, à mon avis, économiques, malgré un environnement jouissif, souhaitable et licornesque de stabilité à long terme, il y aurait quand même des cycles dans ma tête. Qui ne seraient pas juste liés à Ouais, des mais choses exogènes. le problème, c'est que avec ton truc, c'est que je pense que tu souffres d'un biais de sélection puis d'observation ici. C'est que ceux que tu observes, c'est ceux qui t'appellent. Et dans la loi des grands nombres, c'est qu'il y en a une couple qui vont juste pas avoir agi. Donc, Ouais, mais attends un peu. mettons qu'on était juste 4 dans l'économie. Mettons qu'on était juste Mais, 4 non, mais attends un personnes. peu. Tu as raison. Tu as 100% raison. L'affaire, c'est que les prix, tu vas dire, c'est peut-être notre conception des marchés à ce moment-là qui n'est pas correcte, mais les prix sont déterminés avec les dernières transactions. Donc, les gens, justement, qui veulent faire des mouvements, puis généralement, by the way, je recommande de ne pas bouger, là. Mais les gens qui acceptent de faire des mouvements ou qui veulent faire ces mouvements-là, c'est eux qui ont une conséquence directe sur les prix et la tarification sur les marchés. Ouais, mais même là, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a trop, il y a comme 3 éléments que je veux dire. Fait que je vais continuer avec Je te laisse aller, là. le biais de sélection. Donc, je pense que tu choisis un peu ce que tu décides d'observer parce que les gens doivent venir vers toi. Si on était juste 4 personnes dans l'économie, ben, l'erreur d'une personne peut être assez importante. Mais plus tu es dans une économie avec beaucoup de monde, plus les erreurs d'une personne sont annulées par ceux de l'autre, puis éventuellement, la personne corrige. En fait, le fait que les gens t'appellent suggère que EMH fonctionne très bien. Parce que s'ils t'appellent puis tu les convaincs en leur donnant l'information de ne pas faire X, ben au final, ils cancellent celui qui est trop rapide, qui est trop impulsif. Et donc, final, fait la bonne action dans ce cas-ci. Définitivement. Donc, les choses peuvent s'annuler et généralement, quand la taille des marchés augmente, l'argument pour ce que tu dis, c'est qu'il doit avoir un petit nombre de personnes. Et là, donc, une erreur individuelle peut être collectivement coûteuse. Alors que Oui, mais plus tu c'est as des des. affaires de sentiments généraux. Je comprends le Ouais, bout mais. des erreurs individuelles, tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu sens réellement un excès d'enthousiasme dans la population. Et des fois, tu sens également un excès de pessimisme chez Mais les c'est gens. là. Mais pour que ça soit systémique, donc ça veut dire que pour que tout le monde ait la même action. Donc, c'est un biais communément partagé. Généralement, là, les explications des biais communément partagés, largement, c'est des trucs réglementaires ou institutionnels. C'est pas individualisable super très bien. Tu as des trucs individuels parce que les gens ont des biais, puis tu peux accepter certains comportements de finances behaviorales, mais la réalité, c'est que souvent, les trucs de behavioral qui fonctionnent, c'est la raison pourquoi on trouve qu'il y a des biais behaviorales, puis ça, c'est la réponse que des Comportementaux économistes, en français. Là. oui, excuse-moi, l'économie comportementale. Euh, L'argument qui est fait, c'est que souvent, c'est que tu as des petits trucs qu'on continue de faire malgré qu'on aperçoit avec rétrospective qu'ils sont coûteux. Mais la raison, c'est qu'ils ne sont pas si coûteux que ça et d'accéder à l'information est trop coûteux. Généralement, ce qu'on réalise, si tu fais comme une sorte d'élasticité de nos comportements un peu stupides, pour qu'on les garde, c'est parce qu'ils ne sont pas particulièrement coûteux. Euh, Je te et dirais qu'ils sont coûteux, ces comportements-là. Mais dès que tu changes l'information sur le bénéfice aux gens, donc si tu es une personne qui fait juste informer la personne, ben, tu réduis le coût de changer le comportement vers quelque chose de mieux et donc ça s'élimine. Donc, les trucs de finances comportementales, je suis très sceptique parce que généralement, ils vont prendre un petit truc que tu as vu juste en laboratoire où les stakes sont Ah vraiment non. low Ah et non, c'est. après, en expérimental surtout, qui sont vraiment low, mais après, quand tu réussis à essayer d'augmenter ou de généraliser, tu n'as pas de voltage à l'expérience. Tu ne peux pas généraliser de cette petite expérience-là parce que c'est pas un truc qui est très. Qui ne peut pas devenir macro. Maintenant, l'autre chose que je dirais à l'égard de ce que tu viens de dire, quand tu as dit c'est la dernière personne qui a fait la transaction qui détermine le prix, c'est pas vrai ça. Ce qui est important, c'est que les prix reflètent ce que les gens s'attendent dans l'avenir. Un marché qui fonctionne bien, c'est un marché dans lequel les prix passés n'ont aucune influence sur le prix maintenant et uniquement les prix ailleurs. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je vois que le blé est plus élevé ailleurs ou le prix d'un acte du capital est plus élevé ailleurs? Et donc, que je l'envoie à d'autres endroits où est-ce que le rendement est plus important? Ou
ce que j'attends dans l'avenir. Donc, c'est quoi mes attentes? Est-ce qu'il va y avoir une récession? Est-ce qu'il va y avoir ça? Souvent, ce qui se passe quand les gens arrivent un peu à la conclusion que je pense qu'il arrive, c'est qu'ils essayent de rester en deux dimensions, en juste un effet pur. C'est quoi que les gens s'attendent dans l'avenir? Ben, ils doivent s'attendre à des choses irrationnelles. Mais ça peut être aussi que des fois, tu as du bruit qui vient du fait que, par exemple, euh, le capital, pour une raison extrême, donc disons que la Chine fait des politiques réglementaires vraiment débiles, ben, ce qui risque de se passer, c'est que tu as un paquet de gens qui vont déplacer du capital vers ici parce que le rendement est plus important. Donc là, tu as un signal qui vient des politiques réglementaires d'une autre personne que tu peux confondre avec les attentes que les gens ont ici. Donc, Hmm. les seuls déterminants du prix, en fait, la seule raison que les prix passés deviennent importants, c'est quand c'est très coûteux de collecter de l'information, de l'insérer dans les prix, et donc tu as toujours une sorte de lag. Mais quand je te disais tantôt que les récessions tu prends le timeline des Mhm. récessions, que les récessions deviennent moins profondes, plus courtes et plus espacées entre elles, ben, c'est le résultat du fait que les technologies de l'information évoluent beaucoup. On est capable de s'informer beaucoup plus rapidement des conditions sur d'autres marchés. Donc, tu as une Moi, moins. je challengerais ça d'une façon, cet argument-là. Moi, j'ai l'impression que les gains de productivité des 3 dernières décennies sont tellement importants qu'ils ont amené ce phénomène-là d'espacer les récessions. Peu importe les conneries qu'on faisait au niveau gouvernemental, ça a été spectaculaire, là, les augmentations de taxes, d'impôts, de réglementations dans les dernières années, c'est hallucinant. Puis malgré tout, on a des expansions économiques tout simplement phénoménales dans le monde, là. Mais c'est-tu possible que ce soit plus expliqué par des gains de productivité que le monde change réellement, puis ces cycles-là vont disparaître à jamais? Puis je reviens juste avec une petite affaire. Je lâche le bout market, restons plus au niveau économique. L'entrepreneur, éventuellement, qui rentre sur les marchés, qui ouvre son entreprise, on va voir ça beaucoup plus quand le taux de chômage est plus élevé. Ça, c'est pas, j'ai pas de preuves scientifiques, je suis pas comme toi, là, j'ai pas les études puis tout ça, mais mon feeling, c'est qu'on avait plus facile. De notre côté, on recrute des travailleurs autonomes, par exemple, en services financiers. Fait qu'on a beaucoup plus de facilité à recruter des travailleurs autonomes, donc des futurs entrepreneurs ou du moins des gens qui sortent du contexte de salariés, dans un contexte où est-ce que le taux de chômage est plus élevé. Quand le taux de chômage est très faible, comme il y a plusieurs années, à toute fin pratique, euh, défroquer quelqu'un du monde des salariés pour l'amener dans le travail autonome, c'est quand même assez difficile. Euh, en même temps, ça va un peu dans le contraire de ce que je veux dire, mais y a-tu des moments, genre, que justement, il y a trop d'entreprises puis que le ménage devient nécessaire ou des moments où, au contraire, il manque d'entreprises puis les gens qui se lancent en affaires, ça va être extrêmement facile de faire de l'argent puis on finit par s'en rendre compte. C'est comme si ces cycles-là, si on les élimine ou on dit qu'ils sont juste exogènes, c'est comme s'il y avait toujours les bonnes personnes en affaires puis que ce ne serait jamais lié à des facteurs de sentimentaux, si on veut, l'intérêt d'aller ou pas en affaires, éventuellement. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, là. Ouais, mais je te dirais que si, mettons, OK, parce que l'affaire, c'est qu'il y a tellement de bruit en même temps qu'il faut qu'on essaie Non, je sais. d'imaginer juste une dimension. Fait que C'est là, parce c'est que ça revient à ce qu'on disait, ton monde n'existe pas puis il peut pas exister, là. ben, c'est ça. Ben, il faut quand même, des fois, en passant, quand les gens disent la théorie, la raison qu'on utilise la théorie, puis là, c'est une parenthèse pour les auditeurs, là, c'est pas une reproche que je fais à toi, là, je veux juste que ça soit. Non, non, je comprends. C'est quand on dit théorie, c'est que souvent même on va utiliser des réductions qui sont complètement ridicules, mais le point, c'est pas qu'on croit que ces réductions-là expliquent, c'est qu'on est capable de concevoir les relations dans une dimension ou dans l'autre. Si je sais, disons, C'est sortir de l'élévation. l'univers multifactoriel. Exactement. Donc, si je suis capable de voir à quel point l'élévation d'une montagne est vers le nord et l'élévation vers l'est, ben, je sais c'est quoi l'effet de me déplacer vers le nord-est. Right? Tant que je sais un et l'autre indépendants, je suis capable de faire interagir après les deux. La raison qu'on fait souvent de la théorie, c'est qu'on veut s'imaginer, OK, chaque chose tout seul, puis après, si plusieurs choses bougent après, on peut réagréger ensuite qu'est-ce qui pourrait se passer. Et là, ça devient, tu sais, ça peut redevenir pratique. Mais la raison de la théorie, c'est que souvent, c'est que tu veux essayer d'identifier des relations pures et les Oui. comprendre telles quelles pour ensuite les ramener dans le monde réel. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire
le mouvement entre réel et théorique. Puis je pense pas que je suis parfait là-dedans. Là. Je suis pas en train de dire que je suis meilleur que d'autres personnes. Des fois, je pense que j'échoue complètement à expliquer pourquoi la théorie compte sur certains trucs. Mais je pense que En fait, elle compte tout le temps. Puis ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas évacuer quand j'arrive, puis je te dis des choses comme ça. De dire dans le monde parfait, donc dans toutes tes hypothèses, ta conclusion serait que ces mouvements de marché-là, récession / expansion, expansion trop rapide, ne seraient liés qu'à des facteurs exogènes ou incontrôlables, facteurs externes, donc événements Yep, climatiques, événements de exactement. guerre, ainsi de suite. Ou la taille des marchés. Hein. Il y avait le truc que je t'ai dit, s'il y a un petit nombre de personnes, un choc, une personne qui fait une erreur n'est pas très diluée. Tandis que si tu as un gros marché bien intégré avec les autres, une personne qui fait une erreur est annulée. Puis ça m'amène un peu au point que je voulais dire. Mettons que tu as des entrepreneurs qui font des erreurs, puis tu as, disons, juste 100 entrepreneurs. Ils font 99 d'entre eux font une erreur. Bien, leurs erreurs, si mettons ce qu'ils font, c'est qu'ils sous-évaluent un actif systématiquement. Le gars unique qui réalise la vraie valeur de l'actif Va cash in. va cash in et il va annuler ces erreurs-là. Parce que ce qui se passe, c'est que leurs pertes à eux, c'est pas à dire, sont limitées vers le bas, à zéro. Fait que tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas te retrouver avec une perte négative. Je sais que c'est difficile pour les journalistes comme Olivier Niquette de comprendre qu'il y a des chiffres qui ont comme there's boundaries to numbers. Est-ce que le PIB peut être négatif? C'est exactement ça. Le PIB était négatif cette année. On a eu tous un revenu de moins 100. J'ai aucune idée comment la production peut être négative. En tout cas, pas important. Le point, par contre, c'est que le gain, par contre, n'a pas de limite vers le haut. There's no boundary. Il n'y a pas de limite c'est quoi en français? C'est pas, Un seuil. j'allais dire. Il n'y a pas de seuil à la hausse. Okay, fait en français, boundary, un unbounded number, c'est un chiffre sans seuil. Sans seuil ou sans plafond. Parfait. Parce que j'allais dire limite, mais limite, c'est un autre terme en mathématiques. Il n'y a pas une limite à ce chiffre-là, il y a un seuil. Parfait. Donc, il n'y a pas de seuil vers le haut. Le gars qui cash in sur l'erreur des autres va augmenter. Disons, toutes les autres se retrouvent à faire faillite, disons. Mais lui, il va tout reprendre leur production au complet. Et si, disons, par exemple, il n'y a pas de barrière à l'entrée, ben lui, pendant un moment, il va être tout seul sur le marché ou même il va agir comme le joueur c'est un le phénomène plus qu'on efficace. l'observe. Quand le lendemain d'une récession, les reprises de faillite, les entrepreneurs qui ont des liquidités suffisantes pour ramasser des faillites, c'est souvent le meilleur investissement de leur vie. Exactement. Tu as racheté une entreprise à 25 cents dans la pièce, tu as l'équipement, tu as une partie du personnel, des choses comme ça, elle ne t'a vraiment pas coûté cher. Dans ce cas-là, le gars qui a fait le proper valuation, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il cancelle leurs erreurs et il n'y a pas de changement dans la production. L'exemple de Carnival dans la pandémie était le fun, puis je m'en suis servi souvent, ça. Tu te rappelles-tu de Carnival, les bateaux de croisière? Évidemment, quand la pandémie pogne, c'est le bordel, là, tout le monde comprend. C'est une compagnie qui était quand même déjà pas mal endettée. Puis, c'est une compagnie qui, la journée que la Banque centrale américaine a mis en place des facilités de crédit, c'est le même qui appelait ça là, de leur côté, ça l'a fait en sorte que du jour au lendemain, Carnival, qui n'était plus capable d'émettre aucune obligation sur les marchés financiers, il y avait juste des private equity qui voulaient dealer avec eux autres, avec des convertibles en actions, éventuellement. Donc, tu étais rendu avec des taux d'intérêt quand même assez élevés, avec une dangerosité pour les actionnaires de Carnival. Autrement dit, on s'apprêtait à sacrifier les actionnaires carrément là, pour essayer de sauver l'entreprise. Mais quand les facilities ont été implantées par la Banque centrale, soudainement, Carnival a été capable, avec des banques plus traditionnelles, de souscrire des obligations avec des 11 ou des 12 de taux d'intérêt environ. Puis ça l'a sauvé l'entreprise. Moi, ce que je disais à ce moment-là, c'est que c'est stupide ce qu'on vient de faire. On aurait dû laisser crever une entreprise comme Carnival. Donc, les actionnaires auraient dû payer le prix de voir leur stock planté à zéro. Pour la simple et bonne raison que les bateaux, c'est pas parce que tu fais faillite qu'ils coulent. Éventuellement, si Carnival fait faillite, vous pouvez penser que dans un avenir assez rapproché, un regroupement d'anciens employés, d'anciens patrons ou peut-être même de l'externe vont se regrouper, vont créer une nouvelle entreprise, vont acheter les actifs, vont obtenir facilement du financement pour acheter ces bateaux-là qui vont leur avoir coûté 20, 25 cents dans la pièce.
puis éventuellement, vont avoir une entreprise prospère à long terme et vont même avoir des coûts pour les clients plus faibles à long terme également. Là, on a fait survivre une compagnie zombie qui a de la difficulté à être profitable puis qui a accumulé des dettes de l'ordre de 11 ou 12% par Ben, année. tu vois, je pense qu'il y a peut-être une manière de réconcilier ce qu'on dit. Parce que moi, quand je parle de trucs réels, donc, encore une fois, le mot réel ici, c'est parce qu'il y a un terme en économie. Reals are reals, nominals are nominals. Quand on dit réel, c'est genre l'offre et la demande. OK? Et tous les prix sont exprimés, genre, relativement. C'est combien de cannes de bière je dois sacrifier par steak. Right? C'est tous des prix en termes de quantité réelle, comme si il y avait un troc dans tous les biens, puis tous les prix étaient exprimés relativement en quantité de tous les autres biens que je dois sacrifier par unité Ou d'un prix. par exemple, Ça, en heure c'est de réel. travail. Là, Exactement. Fait que, heure de travail, whatever, ça, c'est le réel. Alors que euh, le nominal, c'est des trucs que c'est la monnaie qui joue là-dessus. C'est comment est-ce qu'on qualifie ces réels-là en utilisant l'argent. Dans les réels que moi, je mentionne, j'inclus les coûts de réallouer les ressources. Donc, toi, dans ton truc à toi, il y a des erreurs que les gens font. Et ce qui cause la récession, c'est qu'à un moment donné, ben, il faut que les compagnies soient liquidées et de réallouer les travailleurs, le capital vers la firme qui ne fait pas l'erreur. Mais l'affaire, c'est que la raison que moi, en incluant dans le réel les coûts de réallouer la ressource, ben, je suis en train de comme t'enlever ton point, alors que ton point peut être valide, mais en réalité, dès que ce coût-là de réallouer des ressources est plus bas, ouais, donc disons demain matin, l'entrepreneur qui a fait l'erreur, il va voir l'autre dude et il dit écoute, je ne veux pas me retrouver avec des dettes. Veux-tu m'acheter maintenant? Mais s'il y a zéro coût pour lui de liquider son entreprise à l'autre, right, ben, il récupère toute sa valeur et il n'y a pas un fire sale, il n'y a pas un long processus. Il peut juste être absorbé par l'autre très rapidement. Et donc, tu as zéro changement dans la production à court terme parce que tout ce qui se passe, c'est que tu réalloues rapidement. Une partie des récessions, puis c'était un peu ce qui avait tué Stephen Harper en 2015. Rappelles-tu, en 2015, il y avait eu la récession de 2015 que les journalistes parlaient pendant l'élection de M. Harper. Et Puis les gens disaient, il y a on une l'a grosse jamais récession. vu, elle. Hein? Elle n'a jamais existé. La raison qu'elle n'a jamais existé, c'est que tu as eu un boom d'activité économique en Alberta qui était inattendu. Parce que Et ce tu as qui eu arrive des en régions du 2015, pays qui ont comme réduit leurs activités, alors que ce qui se passait en Alberta, c'est qu'ils étaient en train de construire des nouveaux fields, ils étaient en train de préparer. attends un peu, ça se peut-tu? Je me rappelle bien, 2014-2015, c'est les années où est-ce que le dollar, le pétrole baisse énormément. Et au contraire, la récession, je pense, ça venait de l'Alberta, si je ne me trompe pas, parce que justement, les oil fields étaient en baisse d'activité. OK, dans ce Par cas-là, c'est l'inverse. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'avec notre pétrodollar qui s'est mis à chuter assez rapidement, on est parti de quasiment 1,05 1,10 à 65 cents ou quelque chose comme ça. C'est un ordre de grandeur à peu près de mémoire. Là. C'est l'activité au Québec et en Ontario qui s'est mis à réaugmenter parce que les exportations devenaient plus attrayantes. OK, dans ce Honnêtement, cas, je pense que c'est ça qui est arrivé. Là. j'oublie l'ordre, mais ça ne change pas la raison. C'est que quand un secteur baisse pendant un moment, l'autre réalise que, oh, ben moi, ma demande a augmenté, mais ça ne me prend pas 5 minutes ouvrir une nouvelle manufacture. Fait que présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais embaucher des gens, ils vont être en train de construire quelque chose, mais le output va juste arriver dans 1 an de maintenant. Mais là, ce qui se passe, c'est que ça a l'air qu'il y a une contraction, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas une vraie contraction, c'est juste qu'on a une production qui n'est pas encore bien mesurée. On a une petite Euh, transition à faire. Là. exactement. Donc, dans ton argument à toi, c'est ce que tu assignes, je pense, à des erreurs d'entrepreneurs, c'est qu'il doit avoir une baisse de production le temps qu'on réalloue. Mais à ma vue à moi, c'est que si, mettons, tu continues d'avoir des gens, parce que ça, c'est un coût que personne ne veut avoir. Donc, des gens qui font de l'invention, de l'innovation, tu as un profit à faire d'éliminer ces coûts-là pour d'autres personnes. Fait que le graphe que je t'ai envoyé, juste pour te montrer, là, Ouais, pour c'est bon. les auditeurs, c'est vraiment un beau graphique. Puis je vais l'expliquer pour ceux qui voient visuellement, mais c'est celui qui dit que les récessions deviennent plus courtes et plus espacées. Okay. La manière de l'interpréter très simplement. Hey, Vincent, il fait de l'économie sur Reddit. Toi. C'est pas sérieux, cette prof d'économie-là?
Ouais, mais c'est parce que je cherchais le graphique, puis il y en a un que j'ai trouvé dans l'article que je veux, mais il est pas super, cet article-là, dans la manière dont il est Depuis organisé. 1857, on aurait eu seulement 34 récessions aux États-Unis. Ouais, mais là, fait que sur le axe des Y, ce que tu as, c'est les mois, et sur l'axe des X, c'est les années. OK? Et ce que tu vois, c'est que si c'est en rose, ça veut dire que pendant ce mois-là, on a des raisons de croire qu'il y a eu une contraction. Pour Et ceux-là qui comme, sont juste à l'audio, là, le graphique, à quoi qu'il ressemble, c'est comme un gros carré avec du rose et du bleu. Le rose étant les récessions, le bleu étant l'expansion. Ce qu'on observe, c'est que dans la première moitié du graphique, c'est quand même fondamentalement très rose. yep, De 1860 à 1940, il y a quand même beaucoup de récessions yep, qui durent assez longtemps. Il y en a une, celle juste avant 1880, là, ça s'étire sur 450 ans. C'est assez spectaculaire. yep. Plus on avance dans le temps, de 1930 à 1980, c'est un bon mix de bleu et de rose, mais depuis 1980, le graphique est majoritairement bleu. Ouais. Euh, D'ailleurs, on surestime les récessions dans le passé. Il y en a plus qu'on réalise, mais quand tu fais les corrections, fait que des Sous-estime, historiens. tu veux dire. Non, il y en a plus qu'en réalité. Il y en OK, a OK, plus OK. dans les données là, qu'il y en a en réalité, mais la tendance reste la même quand tu corriges, parce que tu corriges vers le bas le nombre de récessions, disons, en 1857, mais tu corriges aussi vers le bas, disons, en 2015. Euh, donc, tu te retrouves à réaliser que c'est la même tendance à travers le temps. Tu as de moins en moins de récessions et ils sont de plus en plus espacées entre elles. Et Quand elles tu sont vois de ce moins. graphique-là, honnêtement, cette affirmation-là que tu viens de dire est vraiment difficile à contester, là. Exactement. Puis ça, c'est la manière la plus conservatrice de dire ce que je viens de dire. Parce que si tu prends des données d'autres historiens économiques, c'est encore plus fort. Fait que là, j'ai présenté le lower end. Ben, Fait que le ceux qui gars, là, disent le marché de plus en plus détraqué, puis bullshit. C'est tout le blablabla. contraire, hein? Bullshit. Ouais. Mais la raison, c'est que quand Yann dit qu'il y a des erreurs sont coûteuses, puis là, ça cause des récessions, ben, c'est parce que c'est un coût de réarranger les ressources vers la personne qui est la plus efficace pour les utiliser. Celui qui est l'entrepreneur qui est plus efficace. Donc, disons, genre, un gars qui fait une agence de placement pour les travailleurs, Oui. puis qui fait en sorte que les travailleurs d'une place, il y a eu Lui, un c'est un choc sur la demande. facilitateur. C'est un facilitateur. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il réduit les coûts de l'ajustement. Puis la grosse raison, quand on essaie d'expliquer pourquoi il y a moins de récession, c'est parce que maintenant, le coût des erreurs, le coût de corriger des erreurs, a diminué massivement grâce aux innovations financières, grâce aux informations, les technologies de l'information, grâce à la plus grande mobilité des travailleurs. Parce qu'avant, tu sais, mettons, tu as une récession en Californie en 1857. Right? Puis toute la production d'or s'effondre dans Californie, puis la Californie s'effondre comme elle devrait s'effondrer aujourd'hui. Ben, Ouais. c'est pas facile pour quelqu'un de. J'ai à Californie, il faut se rappeler que je déteste la Californie, c'est le pire État de l'Union américaine. Devrait être un pays indépendant, juste pour qu'on voit à quelle vitesse. Ça serait une expérience de laboratoire incroyable. Ben, en fait, la Californie, on déteste la politique et l'organisation sociale de la Californie, parce que la Ah Californie, non, comme j'ai la telle, c'est un Californie. Non, paradis. tu C'est un comprends pas. paradis. Non. Ces gens-là sont tellement horribles comme politiciens qui ont réussi à rendre ce qui pourrait être une place paradisiaque sur Terre en un enfer. Donc, je suis prête à brûler le paradis OK, c'est bon. potentiel pour pas que. Là, c'est parce que. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais, là, il faut le faire. Là. Il n'y a plus de Ouais. limite. Là. There's too much crap in this. The baby's filled with crap. You can't do anything. It's done. It's over. It's over. Like, don't do anything. Anyways, mais mettons qu'en 1857, pour les gens comme Olivier Niquet, là, parce que je sais que c'est difficile de comprendre le sarcasme, je ne pense pas ça. Je vais souvent en Californie. C'est juste que j'aime pas les Le politiques wine? publiques de la Ouais, Californie. en fait, lui, il est en train de prendre des notes, puis comme Vincent Gelozo pense Ouais. qu'il faut flusher des bébés. Écoute, la compréhension du sarcasme et de l'hyperbole est très limitée chez les gens qui cherchent l'indignation. Ouais. Mais mettons que tu as une personne en Californie en 1857, puis le secteur de l'or, juste une contraction incroyable. Mais tu ne peux pas aller dans l'État, disons, de la Virginie-Occidentale où est-ce qu'il y a un boom du charbon, parce que déplacer à travers le pays, ce n'est pas Trop dur. exactement super facile. Ah ouais. Donc, le résultat, c'est que une récession dans un endroit peut durer très longtemps et l'expansion dans l'autre peut prendre beaucoup de temps à pick up ou à s'accélérer
parce que, là, on est prêt à trouver des travailleurs. On était envoyer un gars en Californie, il a trouvé 3-4 personnes, mais les gens sont comme, c'est trop cher de les Il y a amener pas à beaucoup de secteurs aussi. Là, Exactement. C'est-tu la médiatisation qui change nos perceptions? Parce que je te donne un exemple. La pire récession au monde, c'est 1929, dans la tête de tout le monde. Ton graphique, il dit pas ça. Là. Nope. Ton graphique, il dit qu'en 1870, à peu près, la vie n'avait pas l'air le fun là, aux États-Unis. Là. Bon, il y avait un truc genre qui s'appelait, il y a un livre qui est les gens, que si je dis aux gens, ça s'appelle Le mythe de la Grande Dépression. Et les gens pensent qu'on parle de la Grande Dépression de 1929 et dire qu'il n'y a pas eu de dépression. On parle de la dépression de 1873. OK. C'est ce qu'on voit sur le graphique qui dure 5 ans. Yep. Ouais, c'est 4 ans. Ouais, c'est 5 ans. C'est carrément 5 ans. Yep. Ouais, mais au début, on parlait de cette affaire-là historiquement, là, pour donner un petit code d'histoire économique. 1929, sur le graphique, elle dure pas tout à fait 4 ans. Yep. La contraction de 1929, ce qui se passe, c'est qu'elle est très profonde et elle dure 4 ans. Mais après, la Grande Dépression... C'est magnifique après, là. Tu sais, je veux dire, tu regardes la durée de temps que tu as eue sans récession, après, c'est quelque chose qui ressemble aux années 2000. Yep. La difficulté, par contre, qui s'est passée, c'est que la Grande Dépression, la raison qu'on l'appelle encore une dépression parmi les économistes, c'est qu'on est resté en dessous de où est-ce que la tendance nous aurait permis. Normalement, tu as une récession, imagine que tu as une courbe qui continue, puis là, tu descends pendant un moment, mais là, pendant la reprise, tu crois vraiment vite, puis tu retournes à la tendance. Fait que c'est comme un peu si tu prenais une tige, puis tu tirais la tige juste à un endroit, mais c'était genre assez élastique que le reste de l'élastique ne change pas de position. Fait que tu as juste tiré vers le bas, et là, quand tu relâches l'élastique, ça revient vraiment vite. Exact. Et tu reviens exactement sur où est-ce que l'axe de base, le pôle de base est. La Grande Dépression, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu une grosse croissance, mais tu n'es pas revenu où est-ce que la tendance aurait dit si tu avais continué. On est revenu à la même vitesse de croissance de long terme, mais un niveau plus bas. OK. C'est ça qui s'est passé avec la Grande Dépression. La Grande Dépression de 1873, les gens disaient qu'elle avait duré 20 ans. Alors qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu une grosse contraction pendant 5 ans et qui s'est repris rapidement après. Mais la proportion du déclin de 1873, c'est une correction très difficile, très pénible. C'est qu'en fait, tu en as une de 1873 qui dure à peu près 5 ans. Tu as une expansion qui dure à peine 3 ans et tu as tout de suite une autre correction qui dure 4 ans après. Exactement. Fait que c'est pas la période. Bon, c'est là que je te dis, il y a un aspect d'histoire économique. Les gens qui font des corrections aux séries, tu réalises que la récession de 1877 n'a pas existé. Parce que ce qui s'est passé, c'est que historiquement, les données du NBER qu'on se sert, pré-1913, se sert des variations dans les prix uniquement pour faire l'inférence. Et donc, l'idée, c'est que... L'augmentation des outputs n'est pas mesurée. On utilise, on fait une hypothèse sur le lien entre déflation. Fait que s'il y a déflation, c'est un choc sur la demande. Okay. C'est ça l'idée. Alors qu'en réalité, quand on regarde Industrial Output, par exemple, qu'on a réussi à recréer récemment, là, on réalise que tu as des périodes de déflation sur lesquelles on a inféré une récession sur cette base-là, qui étaient en fait des périodes dans lesquelles la production a juste explosé par des gains de productivité, puis tous les prix baissaient. Donc, tu n'as pas nécessairement une récession dans cette période-là. Mm-hmm. On a commencé à regarder aussi quand on regardait les salaires. Les salaires réels ne baissaient pas. En fait, ils continuaient d'augmenter, ce qui suggère que tu as des fausses récessions qu'on a là-dedans. Mais 1873 à 1877, c'est souffrant. C'est pénible. C'est une grosse contraction. 2008. The Great Recession. 2008. Tu la regardes sur ton graphique, là, c'est une récession de chochotte, là. Pas duré longtemps. Là. Non, vraiment pas. Puis dans le contexte, depuis 1980, c'est vrai qu'elle est plus spectaculaire que les autres. Mais dans le contexte de 1980, qui est majoritairement bleu, tu dis oui, elle sort du lot. Par contre, ça n'a rien à voir avec 1929. C'est même pas proche de 1880, 1870. Ouais. Mais moins un événement se produit, plus elle marque les gens. Ça, c'est ça qui arrive. Mais ça, c'est ce monde-là dans lequel on vit, hein, la surmédiatisation. Tu sais, regarde,
c'est des discussions qu'on a eues récemment sur la criminalité. Si tu parles aux gens, la plupart des gens pensent que les taux de criminalité augmentent. La plupart des pays, ça diminue. Les gens s'imaginent que la pauvreté augmente. La plupart des pays, ça diminue. On n'arrête pas de nous dire que les inégalités sociales n'arrêtent pas d'augmenter. Graphique de l'IADM la semaine passée sur les inégalités sociales mondiales, les coefficients Gini mondial, c'est en forte baisse. Yep. En forte baisse. L'augmentation des inégalités, juste pour les auditeurs, c'est un truc de revenus avant impôt, post-1990, dans les pays occidentaux seulement. Dès que tu regardes depuis 1990, il n'y a plus d'augmentation depuis 1990 dans le pré-distribution. Et même quand tu regardes post-distribution, donc après que l'État ait redistribué une shit tonne d'argent, ben, il y a même dans certains pays, il y a une petite baisse. Fait que la crainte des inégalités, c'est un truc de jeunes milléniaux occidentaux. Point barre. Qui ne sont pas conscients de où est-ce que ça vient. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nocif. Je pense qu'il y a des problèmes avec l'origine le niveau qu'il y a peut-être maintenant pour des raisons complètement différentes que les gens de gauche ont. Parce que moi, je vois ça comme un symptôme de mauvaise réglementation plus que des méchants capitalistes qui nous ont volé. Non, c'est que tu as quelqu'un qui s'est connecté politiquement et qui a réussi à s'enrichir sans créer de la richesse en général. Le meilleur exemple qu'on a vu cette semaine. Tout le monde parle de pénurie de logement. Tout le monde parle de hausse des loyers. Tout le monde parle de hausse des prix. Dans ce contexte-là, moi, je suis un entrepreneur. Là. Tu me dis qu'il y a une pénurie. Tu me dis que l'argent est plus facile à faire parce qu'il y a une hausse des prix. Moi, j'ai le goût de faire de la business dans un contexte comme ça. On a, à Montréal, battu un record, ou quelque chose comme ça, là, mais il n'y a jamais eu aussi peu de mise en chantier. On peut remercier la mairesse Plante d'avoir bloqué l'équivalent de 27 000 projets, 27 000 unités additionnelles. Comment ça? Dans un marché libre, où est-ce qu'il manque clairement d'une ressource? Où est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour la dite ressource? C'est une des années qu'on construit le moins. Ça marche pas, ça? Ben, oui, ça marche. Moi, je peux l'expliquer très simple. C'est que tu as augmenté les coûts. Tu as augmenté le coût de construire. La réglementation. Tu as trouvé une manière d'augmenter le coût de construire. C'est tout. Mais en gros, ce que tu dis, Yann, c'est que si c'était vrai que les propriétaires, c'est tous des crosseurs greedy, puis qu'il y a une pénurie en ce moment, ça voudrait dire qu'il y aurait plein de monde qui se garocherait là-dedans à pieds joints pour aller dans cette industrie-là, sachant que tu peux fourrer du monde qui sont dans le besoin. Mais c'est pas ça qu'on observe. Il y a plein de gens qui disent hey, moi, l'immobilier, c'est la dernière place que je veux aller. Mais comment ça que c'est la dernière place qu'ils veulent aller si c'est donc bien un secteur où c'est facile de faire de l'argent sur le dos du pauvre monde? En fait, c'est un peu le même argument. Peux-tu être même un peu plus baveux que toi là-dessus? Vas-y. Tu regardes où est-ce qu'il y a le plus de mise en chantier à Montréal et où est-ce qu'il y en a le moins? Où est-ce qu'il y en a le moins depuis les années 90? C'est le plateau. De la ville. Le plateau. Les gens qui ne veulent pas ajouter des unités de logement, c'est les gens qui sont là, qui aiment vraiment. Fait que, tu sais, nos gens qui nous font souvent la lecture morale de ce que nous, on pense, et que nous, on est des personnes immorales et qu'on veut que faire du profit, c'est les premiers qui gagnent des bénéfices de réduire l'offre dans la région où est-ce qu'ils vivent, parce que ça augmente la valeur de leur maison, de leur résidence. Et ce qu'ils ont, c'est un gros transfert de richesse intergénérationnelle. Et ils sont très contents, je les comprends. Moi aussi, j'aimerais ça que personne ne soit capable de construire à côté de mon bel appartement qui a l'air super beau, qui a comme un cachet historique. Et là, regarde le beau passé qu'on a. Oui, OK, d'accord, ça a fait en sorte que puisque maintenant tout le monde voudrait venir dans mon coin, mais que j'empêche toutes les constructions, le prix est 4 fois plus élevé, fait que maintenant, quand je vais à la banque, je suis vraiment riche de la perspective de la banque. Écoute, check la phrase là, de Vincent. Tandis que le nombre de mises en chantier résidentielles a largement dépassé les niveaux atteints en moyenne dans les 5 dernières années dans les régions de Vancouver et Toronto, il a chuté de 58% à Montréal. Man! Écoute. Ça va? C'est ça qui arrive quand... Écoute, c'est quoi la construction de logements... La quote de Sowell là, sur... Attends. La construction de logements a atteint un creux inégalé en 26 ans au premier semestre de 2023 à Montréal, qui est ainsi devenue la grande ville canadienne affichant le pire bilan
en matière de mise en chantier résidentiel. C'est ça. Écoute, Man! j'ai trouvé. C'est malade, là, quand tu y penses, là. Écoute, Non, mais au moins, ils vont avoir des trottoirs éponges, Yann. Parle-moi pas des trottoirs éponges. Quand je regardais c'était quoi, j'ai vraiment pété une coche. Je vais juste rappeler ma citation préférée de Thomas Sowell. Je l'avais un peu oublié, c'était quoi les mots exactement. Fait que j'ai été la rechercher exactement. Socialism in general has a record of failure so blatant that only an intellectual could ignore or evade it. Oh, c'est vrai pareil. C'est fait. Fait que tout ça pour dire que finalement, parce qu'on va conclure un peu ce bout-là, on s'en va sur Patreon après avec nos manques de générosité habituels. Yep. Éric Girard qui change la loi. On peut penser que c'est suspect. Par contre, ces lois-là, ce que tu nous dis, c'est qu'ils ont très peu d'impact généralement chez les gouvernements. Yep. Des récessions. Puis le monde idéal dans lequel on aimerait tous vivre, c'est le monde théorique à Vincent, c'est-à-dire un environnement réglementaire prévisible, avec des lois fiscales qui ne changent pas dans le temps, et où est-ce que les politiciens n'interviennent pas pour sélectionner les gagnants et les perdants. Mais écoute, il faut se rappeler aussi, avant qu'on passe dans Patreon, qu'il faut aussi que je connaisse la filière batterie et que faut pas que je sois trop extrême dans ma théorie. Là, non, mais un peu, là, ma pression. Non, mais je le sais. C'était largement ciblé à Frank. L'objectif, c'était de faire. Je veux voir ce que j'essayais de faire délibérément, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire pour amener Frank à consommer des services de santé au Québec. Ça ne sera pas très dur, je te dirais. Là. Hey. Si j'ai l'ozo. Si j'ai l'ozo, on sait que vous avez eu des arguments un peu extrêmes, là, mais on a eu un bon débat. Là. C'est ça que je voulais entendre. Je voulais entendre très bien. C'est ça que je voulais entendre. Écoutez, bon, ben, on peut bien faire un peu le débriefing de tout ça si vous voulez, mais ça se fera. Monsieur Gelozo. Monsieur Gelozo. Sur Patreon. Ah ouais, ça se fera sur Patreon. Écoute, ces gens-là ne méritent pas qu'on leur donne de l'attention sur une plateforme publique. Donc, ben, c'est ça. Joignez-vous à nous. Vous avez le petit code au bas de l'écran si vous pouvez y avoir accès avec votre téléphone. Sinon, ben, patreon.com/iSénéchal ou vous cherchez Yann et Frank sur Patreon. Vous allez tout trouver ça. Les épisodes, écoute, on commence à être rendu aujourd'hui, c'est quoi? C'est le 105e, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de stock, là. Pas mal de sujets. Des fois, on revient sur des sujets aussi. Des fois, c'est on fait beaucoup très de intemporel. à des épisodes passés. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, c'est peut-être mieux de revenir à une couple d'épisodes en arrière, mais vous avez toutes les archives sur Patreon.